La classe politique congolaise est en ébullition. Un groupe des opposants qui se disent leaders de l'opposition se sont retrouvés à Bruxelles. S'agit-il d'un énième complot contre les pays de Patrice Emery Lumumba ou tout simplement d'une rencontre républicaine pour sauver le processus électoral pris en otage par les Fonds communs pour le Congo? Messieurs et dames, c'est un bonheur de vous retrouver dans le jeu. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, Echeomo, vous l'avez compris, c'est la rubrique qui nous fait découvrir l'invité du jour. Banza Malale Makuta Gabriel. Banza Malale est licencié en droit de l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Docteur en droit et professeur aux facultés de droit, avocat au barreau de la cour d'appel de Lubumbashi, Banza Malale a fait partie du collectif d'avocats du candidat Joseph Kabila lors des contentieux électoraux de 2006. Monsieur le professeur, comment vous allez? Bonjour John. Bienvenue. Pour la seconde fois dans un jeu. Sinon, vous allez bien? Monsieur le professeur, vous devez vous estimer malheureux. Pourquoi j'ai dit que vous devez vous estimer malheureux? Parce que lors de notre dernière rencontre, toujours en ces lieux, vous avez défendu, bec et ongle, que Joseph Kabila Kabange pouvait bien se représenter pour un troisième mandat, si seulement un groupe de personnes ou une tierce personne allait présenter ou déposer sa candidature à la CENI, mais visiblement vous avez prêché dans les déserts. Joseph Kabila Kabange, un bon démocrate, ne s'est pas représenté. Vous êtes très malheureux. Merci beaucoup John. Malheureux pourquoi? Parce que J'en souffrirai à quel niveau? vous avez prêché dans les déserts. Mais non. Il y a une nuance. J'avais dit ceci. De par l'esprit et la lettre de la Constitution, il y a des ouvertures qui démontrent que Joseph Kabila peut aller aux élections. Cette fois-là, pas sur base de sa volonté, mais sur base de la volonté de tierces personnes. Et moi, par exemple, je me prédisposais à poser des actes liés à ça. Ça, c'est un. Mais il n'y a pas moyen que Joseph Kabila vienne pour la troisième fois, sauf si, et seulement si, il y refusait. Mais dans le cas d'espèce, il dit je refuse. Et alors, à l'impossible, nuit n'est tenue. C'est lui qui a refusé. La Constitution lui donne l'opportunité. Oui, avec les reculs, si aujourd'hui on vous traite d'être turiféraire, flatteur, vous avez voulu pousser Joseph Kabila Kabange à l'erreur, mais hélas, il n'a pas mordu à l'hameçon. Quelle amitié existe-t-il entre lui et moi? Ce n'est pas mon ami. Il est le président de la République, chef de l'État, de tout le monde. Mais que j'ai dit, comme n'importe qui a aussi le droit de dire. Comme Mirindi, oui, pour ne pas les citer. Moi, je ne sais pas ce que Mirindi avait dit. Je prends mes propres propos et je me les oppose. Si il arrivait et il lui arrivait de ne pas accepter ce que moi je pourrais lui proposer, pour autant que ça pouvait être possible, en quoi ça va être un problème, en quoi ça va être une flatterie? Si moi je parlais de lui, j'ai fait la lecture des politiques congolais. J'ai parlé des politiques congolais et nous les connaissons, nous les lisons par les actes, par tout ce qu'ils sont en train de proférer comme propos. Et nous pensons qu'il est difficile de comparer Joseph Kabila à tous les autres politiciens par le fait qu'il a des particularités
qui font de lui une excellence. Il vient de le démontrer encore une fois. Merci. Maintenant, je ne suis plus malheureux. C'est vous qui me donnez raison. C'est-à-dire, je ne suis pas un dialléloïste, comme c'est ça l'expression aujourd'hui. Je suis tout simplement logique, cartésien et capable de faire des analyses qui peuvent rencontrer un soubassement de la grande majorité de ceux qui pensent que Joseph Kabila est un politicien congolais différent de la plupart des politiciens que nous connaissons à ce jour. La page est tournée, c'est un débat aujourd'hui clos. Sera-t-il candidat? Ne le sera pas? C'est un débat clos. Joseph Kabila Kabange nous a désigné quelqu'un. Moi je m'en vais, mais voici l'homme que vous pouvez lire pour me succéder. Il s'appelle Shadari Ramazani Emmanuel. Pensez-vous que c'est un choix judicieux? C'est un choix gagnant? Sur toute la ligne, Shadari, moi, me convainc. Pour peu que je puisse dire de lui, je le connais. Je le connais comme un leader déjà jeune. Pendant que moi, je venais de Bujumbura pour Lubumbashi, en passant par Kalemi, sa ville natale, Kalemi, ma ville natale, Shadari était déjà désigné par ses pairs, les étudiants de l'université de Lubumbashi, comme président de cette corporation pour ceux qui étaient les ressortissants de Kalemi. Pendant que moi j'arrive à Lubumbashi, à Kalemi plutôt, il s'organise une fête à l'occasion de dire au revoir aux parents de Kalemi pour les étudiants qui allaient à Lubumbashi. Mais on nous dit, voilà ce monsieur, c'est lui le président. Mais c'est comme un clou. Et alors, il parlait, j'avais de l'admiration pour lui. Ce que j'avais retenu, qui avait fait ma curiosité, on nous disait qu'il n'est pas régulier au cours. Mais il fait toujours des distinctions. Il arrive au mois de février, il passe ses examens et il réussit ainsi. C'est un monsieur qui n'a jamais fait de session. Donc quelqu'un qui fait l'école buissonnière mais qui distingue. Oh oui, il y a des génies, il est parmi les génies. Donc c'est un homme dans la tête, là où chez les autres il y a peut-être le sang. Chez lui il y a... Non, là où chez les autres il y a du sable, chez lui il y a du sang. Merci beaucoup, chez lui il y a peut-être la confiture. Donc c'est un peu ça, c'est un monsieur, même quand vous lisez, vous causez avec lui, il a la capacité de vous résumer en quelques mots ce que vous êtes en train de lui dire pendant plusieurs heures. Donc je pense, sur le plan intellectuel, sur le plan moral et sur le plan physique, c'est un monsieur qui convient sur toute la ligne. Et la probité morale, c'est parmi les aînés à l'université qui servait d'inspiration. Et toutes les fois qu'il y avait des brouilles à la faculté, enfin à l'université, c'est parmi les gens qui intervenaient pour éteindre le feu. Donc je pense... Mais on a retrouvé ces traces à l'UDPS. Hein? C'est pas mon problème. Est-ce que l'UDPS c'est un OEC? C'est une école alors? Je m'en fous, c'est une école comme tant d'autres. L'OMPR n'en est pas moins. Mais l'UDPS a pondu beaucoup de produits qui se retrouvent aujourd'hui en position contraire de l'UDPS. On ne sait pas ce que ça peut représenter, mais bien au contraire, l'école que l'on est en train de décrire, c'est celle du MPR, qui est présente dans toutes les structures de l'État aujourd'hui. Pour symboliser, il y a le président du Sénat, à la personne de Kengo Adondo, sans citer tous les autres ministres que nous connaissons. Donc pour vous dire que lui, le MPR... Ils sont revenus en force aujourd'hui. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Force. Les Mobutistes ont entouré Joseph Kabila. Merci beaucoup parce que vous le dites et vous l'avez constaté. Vous avez les arguments pour le dire mieux que moi. Professeur Banzamala, les dépôts des listes pour la présidentielle, les législatives provinciales, les législatives nationales. La CENI a fait ce qu'elle devait faire. Place à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle aussi a fait ce qu'elle devait faire. Il y a eu quelques récalés ou quelques invalidés. Je parle beaucoup plus de la présidentielle. Je vois les leaders du MLC
Je vois les leaders, je voulais parler du leader du Palou, mais ça prête un peu à confusion. Je vois le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito. Je vois Moïse Katumbi Chapwe. Tous ces récalés là, ou tous ces invalidés, se sont donné rendez-vous à Bruxelles pour évaluer le processus électoral. Avec vos lunettes des politiques aguerris, s'agit-il d'un énième complot contre la République ou d'une rencontre républicaine pour sauver ces processus pris en otage par les FCC? Pourquoi vous me donnez beaucoup de qualificatifs qui ne sont peut-être pas identifiables à ma modeste personne? Politique. Vous dites politique quoi? Aguerri. Aguerri, moi je n'ai jamais fait la politique. Quand est-ce que je suis un politique aguerri? Je ne sais pas. Moi je suis plutôt scientifique. Et c'est dans ce cadre que je réfléchirai. D'abord, il n'est pas interdit, ni par la Constitution, ni par les lois de notre pays, que 2, 3, 4, 5 Congolais se retrouvent quelque part et qu'ils parlent de leur avenir ou bien de leur vie. Moi, je trouve que c'est être attentif à des questions qui doivent être classées sans suite. Mais néanmoins, ce que je pourrais dire, c'est de noter que parce que quand ils se réunissent en dehors du territoire national pour parler du Congo, le minimum serait de se rendre aussi compte d'une évidence. Nous avons longtemps cherché à faire valoir l'exercice des droits de souveraineté par le souverain primaire congolais. Aujourd'hui, il n'est plus interdit à qui que ce soit de parler de la politique dans notre pays. Pourquoi est-ce Ici ou ailleurs? Ici ou ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu se retrouver, par exemple, à Malueka, à Kabeyakamwanga, à Katakokombe? Pourquoi? Parce que certains d'entre eux ne peuvent pas fouler les sols congolais. Comme qui? Moïse Katumbi Chapwe et Mbusa Nyamwisi. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je vous pose la question. Non, vous êtes mieux placé pour répondre à cette question. Non, enfin, si la loi ou la justice, moi je suis avocat, je suis juriste, quand la justice a déjà parlé, il faut savoir s'incliner à ce que dit la justice. Mais pourquoi est-ce qu'on doit... si cette justice est aux ordres? Non, la justice n'a jamais été injuste. Vous comprenez? Elle peut à la limite être unique. Mais dès lors qu'on l'appelle justice, c'est ça même l'emblème, c'est ça même le symbole de la confiance du citoyen par rapport à l'État et vice-versa. Si on ne tient pas compte de ce que dit la justice, vous allez voir les avocats quand ils sont devant le juge, plaidant, mais le juge se prononce contre la position d'un avocat et celui-ci s'incline. Mais moi, je ne peux que m'incliner. Si vous voulez poser cette question de manière à me pousser à interpréter les décisions judiciaires de notre pays, c'est chercher à m'induire en erreur. Donc, je ne peux pas me permettre, je ne peux pas me compromettre, je ne peux pas non plus m'induire en erreur en cherchant à faire croire aux gens que la justice de notre pays est injuste. Il n'en est rien du tout. Mais si quelqu'un est frappé par la justice, mais pourquoi vous devez le blanchir? Vous, en tant qu'individu, en cherchant à le blanchir, qu'est-ce que vous gagnez? Mais quand il commet les forfaits, les infractions, il n'est pas avec vous. Mais quand on le punit pas pour cause des individus, c'est pour cause de l'État. Parce que c'est lui qui se plaint, c'est le ministère public. C'est-à-dire, c'est la société. L'État, la société tout entière se plaint contre une infraction commise par John. Et que l'on vienne vous frapper par la justice en faveur de la société, et cela devient mauvais. Moi, je pense que nous devons être sérieux à une certaine mesure. Laisser la justice faire son travail. Et c'est qu'elle prend comme décision, on s'incline.
il y a des voies de recours qui sont prévues. Pour quiconque veut, il peut suivre la voie de recours qui est à sa disposition pour aller au-delà. Mais lorsque la tyrannie emprunte les couloirs de la justice, c'est dangereux. Là, on assiste à une parodie de justice. La tyrannie, et non à la justice juste. Oui, la tyrannie, c'est quoi? La tyrannie, c'est la dictature, la volonté du prince. Oui, dans le cas d'espèce, c'est comment? Expliquez-moi ce que vous voulez traduire comme un message, de manière que je sache ce à quoi je vais répondre. Lorsque la majorité présidentielle, à travers son leader, veut écarter certains candidats qui dérangent, certains candidats, certains adversaires politiques qui pèsent, il emprunte les couloirs de la justice. C'est pourquoi, quand on veut faire la politique, il faut se cultiver pour être irréprochable, poser des actes responsables, de telle sorte que, la nuit comme le jour, que l'on considère que vous êtes un homme modèle. Vous ne pouvez pas être à la tête d'un pays et prétendre avoir des écueils sur soi. Parce que dans tous les 4 coins du monde, vous êtes la première image du pays. Mais dès lors que sur votre dos, il y a des dossiers judiciaires qui sont noirs, qui sont répréhensibles. Mais figurez-vous, vous vendez à quel prix la couleur de votre pays? Vous montrez que votre pays, c'est un pays de légèreté. Mais savez-vous que le candidat Chadari est lui aussi sous le coup des sanctions euro-américaines? Merci beaucoup, parce que là, ce n'est pas judiciaire. Hein? Ah, mais ce sont des sanctions tout de même. Ça, ce n'est pas judiciaire. Moi, je suis sur le chemin... Il n'est pas sain non plus. Hein? Non, enfin, il appartient à ceux qui ont constitué un tribunal pour l'entendre et le condamner, où il a été jugé et condamné par défaut. Et pourquoi vous allez faire foi à de telles justices? Dites-moi quel est le tribunal qui fonctionne, où les magistrats sont à la fois les Américains et les Européens. Il n'y en a pas. Ici, c'est politique. C'est une pression politique qui vient et ça passe. Combien de fois sous Mobutu, on a entendu des sanctions du genre? Mais il y a ce que eux cherchent, que le politique congolais pose comme acte ici, ça n'a rien de droit. Et le droit auquel nous sommes opposés par rapport à nos comportements, c'est le droit congolais. Quel est l'article du droit congolais d'un code quelconque que Chadari a violé et le juge qui a la compétence en la matière l'est condamné? Dites-moi, il n'y en a pas. Donc là, c'est politique. Dès lors que c'est politique, c'est peu inquiétant. Parce qu'il n'est pas obligé d'aller vivre en Europe, il n'est pas obligé d'aller vivre aux États-Unis. Voilà. Revenons à la rencontre de Bruxelles. Oui, ça vous intrigue? M'intrigue, c'est-à-dire quoi? Ça vous fait peur? Pourquoi ça doit m'intriguer et me faire peur? S'agit-il d'un complot contre la RDC? Je ne sais pas. Il faut poser la question à ceux qui s'organisent. Moi, l'inquiétude que j'ai, c'est de constater qu'il y a certains des Congolais qui pensent que nous devons toujours continuer à réhabiliter la Belgique dans le concert de puissance, pour nous y représenter à tout moment qu'on est en train d'attendre que le Congolais y exprime lui-même sa voix. Parce que nous sommes une souveraineté acceptée comme devant siéger dans la communauté de puissance sans une quelconque délégation, sans un quelconque mandat donné à un tiers État. Mais ceci avait été accepté parce que au moment où on constitue le Congo, le souverain primaire était encore mineur politique. Il n'était pas encore émancipé. Il n'était pas encore instruit scientifiquement pour comprendre comment on a créé le Congo, l'objectif pour lequel on l'a créé et comment il faut le gouverner. Aujourd'hui, près de 60 ans d'expérience de gestion du Congo. Alors que politiquement, les mêmes politiciens disent « nous sommes indépendants depuis 60 ». Mais pourquoi on va en Belgique? Pourquoi ne pas aller en Grèce?
Pourquoi ne pas aller en Chine? Mais pourquoi pas la Belgique? Oui, pourquoi pas la Belgique? Parce qu'il faut couper le cordon ombilical. Est-ce que vous connaissez ce que la Belgique continue à faire? Le Congo, je vous informe, sur le plan juridique, le Congo est accepté à être membre de la communauté de puissance. Déjà les 14 signataires de l'acte de Berlin. Le 26 février, la dernière déclaration qui a été faite, c'est d'accepter le Congo et le reconnaître comme une grande puissance appelée à siéger dans la communauté de puissance. Elle y siège depuis jusqu'aujourd'hui, mais continue à y être représentée par la Belgique. Au moment où la Belgique a une nation, laquelle nation a ses problèmes, mais la Belgique n'est pas capable de comprendre les problèmes et les différentes articulations des problèmes des Congolais mieux que nous-mêmes. Donc, c'est en ce temps que le Congolais doit comprendre qu'il est temps, et alors temps, pour que je me constitue en une force. Vous voyez un peu la difficulté qu'il y a quand moi j'écris contre cette constitution. C'est parce que ceux qui l'interprètent, ils l'interprètent à partir de ses articulations. Mais il faut lire d'abord son préambule, ne serait-ce que les 2 premiers paragraphes. Vous allez vous rendre compte, on demande que l'on construise un état de droit. Est-ce que pendant les 10 ans, on a construit l'état de droit? Non. On construit plutôt un état légal, par définition, qui n'a aucune identité avec un état de droit. Même le concept de l'état de droit n'entre pas dans notre subconscient intellectuel. De 2, on nous demande de construire une puissance nationale, une nation puissante. Mais la puissance de la nation congolaise, ça ne fait aucun débat. Ce qui affaiblit la puissance, c'est quoi? C'est le fait que quand les uns sont à l'intérieur, parlant du Congo, d'autres sont à l'extérieur, parlant du Congo. D'où l'union faisant la force, cette union manque et la puissance du Congo disparaît. Même les puissances qui ont besoin de venir en partenariat avec le Congo, ils ont pour préalable le besoin de voir la nation congolaise se lier autour d'une charte politique qui ferait que tous, nous nous entendons de comment gouverner ce pays dans la paix, dans la sécurité et dans le développement. Cela n'existe pas. Ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus comment être au pouvoir. Toi, moi, celui-là, celle-là. Quand est-ce que nous allons être entendus là où les politiciens se disputent rien que pour le pouvoir? Ceux qui sont à Bruxelles, ils ne discutent pas pour toi. Ils se disputent pour eux par rapport à leur positionnement dans le mécanisme d'accession au pouvoir, d'exercer les droits de souveraineté de notre pays. Voilà un peu des choses qui nous affaiblissent et nous disons que c'est malheureux. Et même quand on parle de la démocratie, on se limite à parler de la démocratie politique, c'est-à-dire comment le pouvoir doit être géré. Mais la Constitution parle de la démocratie politique, de la démocratie économique, de la démocratie sociale, de la démocratie culturelle, des concepts que l'on n'enseigne même pas à l'université. Les concepts dont on ne fait pas objet et que l'on ne met pas au centre des débats dans notre Parlement. Encore moins dans les milieux des politiciens. On ne vise que la démocratie politique. Alors quand est-ce que l'économie de notre pays sera gérée sous la loi d'une démocratie? Et cette démocratie sera comment? Donc voilà, il y a beaucoup de lacunes par rapport à la Constitution actuelle et d'une part et les politiciens de l'autre. Ces lacunes qui font qu'aujourd'hui on ne sait pas s'entendre. Moi j'aurais préféré et je souhaite et je les encourage à être toujours liés contre le régime en place. Mais cette fois-là, mais qu'ils fassent leur débat à l'intérieur du pays. Ils vont être pas individus, mais ils vont être aussi population. Population, pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui les soutiennent, qui sont dans notre pays, mais qui ne peuvent pas se payer le billet pour aller dans les grands hôtels d'Europe. Et surtout pas en Belgique. Moi, je ne voudrais pas que ça soit en Belgique. Ça pouvait être ailleurs, sauf en Belgique. Oui, pourquoi la Belgique? Cette nostalgie pour la Belgique. Et quand est-ce que vous êtes indépendant? Mais si c'est la Belgique qui a offert les cadres. Voilà, c'est encore plus de piège. La Belgique qui veut toujours être présente là où on est en train de gouverner le Congo. Ça doit nous... Là où on parle Congo. Oui. Pourquoi? Parce que
Sans le Congo, la Belgique est une puissance dans la communauté des puissances qui est une coquille vide. Savez-vous que toutes les matières premières que nous avons ici ne se vendent pas, comme les mines notamment, ne se vendent pas directement par le Congo, ça passe par la Belgique. Toujours. Toujours. Et vous allez continuer que cela se pérennise. Même la grande messe qui se passe aujourd'hui à Kolwezi, c'est une chose, mais dès lors que nous n'avons pas encore cette indépendance dans le commerce international, mais rassurez-vous, il y a un problème à faire, un problème à résoudre et une difficulté qui est encore sur notre chemin, une difficulté d'ordre politique. Le politique congolais n'a pas encore erré et n'a pas encore réfléchi pour savoir comment nous devons être effectivement indépendants. Pour ces Banza Malale, alors qu'on croyait le fait que Joseph Kabila Kabange ne s'est pas présenté pour un troisième mandat, on croyait que la voie vers les élections était complètement balisée, mais on a vite déchanté. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Le problème reste entier. Les amis qui se sont réunis à Bruxelles ont postulé, ont formulé 9 préalables pour qu'on aille à ces élections, entre autres la machine à voter. Ils ne veulent pas de la machine à voter. On peut aller aux élections, mais sans cet outil informatique. Qu'en pensez-vous? Mon frère, est-ce qu'on peut refuser à quelqu'un de dire ce qu'il pense? D'abord, pourquoi est-ce que les élections doivent être un principe pour que nous vivions heureux? Toi et moi, toi tu connais où tu vis, moi je connais où je vis, les conditions dans lesquelles je me trouve. Est-ce que je peux croire dans les élections qu'elles vont m'apporter un changement? Ce qu'il y a quand même à déplorer, c'est cette attitude d'une chose et son contraire. Cette juxtaposition dans le comportement, à un moment, quand Joseph Kabila gardait son silence par rapport à sa position au regard de sa candidature, on a vu même les églises se liguer pour mettre... Un silence assourdissant. Oui, pour mettre des barrières sur son passage, qu'il n'ose pas se présenter pour la troisième fois. Nous avons assisté à des marches dominicales ici. Mais je vous dis, c'était terrible. Heureusement, vous êtes très attentifs sur tous ces aspects. Tout le monde a cru qu'on faisait échec. Mais si on y prend garde, ces marches risquent de revenir, dissiper. Est-ce qu'on peut vider une question au lieu d'y aller en désordre? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Tout le monde croyait, dans toutes les stratégies qui avaient été montées, tout le monde croyait que Joseph Kabila va poser sa candidature pour la troisième fois. Et des arsenaux ont été constitués sur le plan politique pour faire échec à ces démarches. Mais bien au contraire, c'est le dernier jour qu'il surprend tout le monde pour présenter un dauphin. Non seulement les derniers jours, mais aux dernières heures. Merci pour la précision. C'est en quoi tous les réseaux politiques contraires à la vision politique de Joseph Kabila ont connu un échec. Moi, j'ai vu des banderoles à des églises. En quelque sorte, avant d'entrer pour prier, il faut d'abord lire. Au troisième mandat. Il faut d'abord lire un verset qui se trouve dans la troisième Bible. Parce que nous connaissons, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a aussi désormais un troisième testament dont la campagne d'évangélisation faisait l'objet des pamphlets devant des églises. S'il vous plaît, quand on parle de l'église catholique, les gens ne comprennent pas ce que ça représente. L'église catholique, c'est le symbole même de Jésus-Christ. C'est-à-dire être correct comme Jésus-Christ. Est-ce qu'un tel comportement, pour une église, en quoi ça faisait honneur à Jésus-Christ? En quoi ça s'identifiait en Jésus-Christ? Et ça, c'est déplorable. Mais ici, on a cru croire que nous faisons échec à Joseph Kabila, alors que lui aussi croyait qu'il faisait échec à tous les arsenaux politiques contre lui. Et c'est le cas. Maintenant, les gens sont, comme on le dit dans les Boulouyeke ou bien les Kipelekese,
Donc, le bateau est sur la mer. Voilà. C'est un peu ça. Non, moi j'ai aimé la manière dont il a dribblé. S'il était joueur... Il a dribblé. Hein. Oui, s'il était joueur de foot, je ne sais pas si on pouvait le comparer à Maradona ou bien à Pelé. Non, mais Messi, il est en train encore de se définir. Moi d'abord, je ne l'aime pas, j'aime plutôt Ronaldo. Donc, ici, c'est un joueur qui n'a pas encore de place dans une équipe de foot. Donc, c'est un génie politique hors pair. Personne ne l'imaginait. Maintenant, c'est toujours eux, et alors eux seulement, qui reviennent pour refuser que les élections ne s'organisent, que ça ne se tienne, pour des prétextes que l'on est en train de faire valoir aujourd'hui. Mais je pense... Machine à voter, l'accompagnement de la communauté internationale, les invalidés doivent revenir dans la course. Oui, on n'est pas dans la cour du roi Péto. Nous sommes quand même dans un État qui se veut être organisé comme tout autre État. Nous voyons comment les invalidations se font même dans tous les autres pays et les plus sérieux du monde au regard du manque de la citoyenneté dans le chef. Professeur, quel est le schéma caché? Quelles sont les véritables intentions derrière ces préalables qu'on peut facilement assimiler aux 12 travaux d'Hercule? Non, comme je ne suis pas avec eux, comme je ne suis pas avec les autres, nous nous limitons à faire des commentaires autour de ce qui nous arrive à nos sens. Le schéma caché, c'est eux qui savent, pas moi. Mais du moins je sais, ils sont en train de refuser que les élections se tiennent. Parce que... Mais pour quelle fin? Non, parce qu'ils ne veulent pas. Maintenant, ils ne veulent pas. Et moi, je pense... Ils vont tirer profit de cette instabilité? Ah, je ne sais pas moi. Ça, vous pouvez y répondre. Ce que eux cherchent, moi je ne le sais pas, mais du moins je présume et je pense qu'ils ne veulent pas que les élections se tiennent dans le temps qui est prévu, pour des raisons qui leur sont propres. Mais je leur donne le bénéfice d'un aspect un peu positif. Cet aspect, c'est quoi? C'est pour montrer que même l'issue des élections, quoique organisée, ça n'apportera pas la paix. La nation congolaise ne sera pas reconstituée, reconsolidée du fait des élections, organisées dans des conditions actuelles. Donc vous comprenez, connaissant ce que est la nature juridique de l'État du Congo, un État de consensus, ce qui importe ici chez nous, c'est quoi? C'est de savoir que le Congo est un État de consensus où la nation doit être consolidée autour d'un idéal commun. Donc jusqu'aujourd'hui, dans le travail déjà abattu par les uns et les autres, depuis le Kasavubu jusqu'à Joseph Kabila, aujourd'hui, le travail a donné lieu à des solutions partielles par rapport à la formule consistant à mettre tout le monde autour d'un consensus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le chercher, cette fois-là, en invitant les uns et les autres autour d'une table, point d'interrogation. Mais cette fois-là, sous l'empire de quelle loi? Est-ce que cette constitution va demeurer debout? Est-ce que cette constitution va être éradiquée? Mais dès lors qu'elle est éradiquée, on va être régi par quel texte juridique? Parce que tout le monde exigeait que l'on ne puisse pas violer la constitution. Mais maintenant, ceux qui prêchaient pour la survivance de la Constitution, ils ont constaté que celle-ci devient un danger. Est-ce qu'ici nous n'avons pas raison quand on dit, depuis que cette Constitution c'est un papier volant, face à des problèmes d'État, à des questions d'État, d'une réalité très importante, on sent que la nation n'est pas consolidée. Donc professeur, vous estimez que les décors d'un énième dialogue est bel et bien planté? On ne peut y passer. Que cela vienne pour des raisons de paix, moi je dirais alléluia. Pour des raisons de paix. Si c'est pour des raisons d'égoïsme politique, pour les gens qui cherchent à voir... Mais la population n'attend que les élections au 23 décembre. Vous venez encore avec ces refrains du dialogue. Oui, mais la même population est-elle suffisamment instruite pour comprendre ce que l'on cherche? Les gens croient que dans le fait des élections,
la vie change. Est-ce que tu vois tout le monde ici en train de parler ou ce sont les politiciens qui parlent? Ce sont des politiciens qui parlent. Le peuple se soucie de son Non, quotidien. le peuple est isolé, chacun parle en lieu et place du peuple. C'est ce que Joseph Kabila voulait casser comme routine. Depuis 60, le peuple, le peuple, le peuple. La nation, la nation, la nation. Qui parle, ce sont des politiciens. Aucune fois on a consulté le citoyen. Aucune fois on a consulté le souverain primaire. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'éclairer, de l'instruire suffisamment pour qu'il soit capable de faire des décisions, de prendre des décisions judicieuses? Voilà un peu une préoccupation. Professeur Banza Malale, vous craignez que les lendemains électoraux soient pires que la veille ou l'avant-veille même des élections? Que faire? Un dialogue? Oui, mais sous quel format? Non, ça c'est une question technique qui exige beaucoup de réflexion scientifique. Et ce n'est pas sous ce plateau que je peux vous dire quoi que ce soit. Mais j'aurais préféré que cette fois-ci, les questions d'État soient discutées dans des universités. Que les universitaires, parlant des professeurs, des chefs de travaux, des assistants, des étudiants, aient des thèmes précis autour des crises de notre pays, comme le disait Chadari, de manière à tracer les lignes de conduite auxquelles doivent se conformer les politiciens par rapport à leur souci de vouloir gérer le Congo. En ce moment-là, on trouvera des réponses qui sont très désintéressées et désintéressantes. Mais ici, si nous remettons encore à des conférences que l'on a connues le fait des politiciens, ils vont venir pour se disputer autour du pouvoir. Et une telle guerre, ou un tel combat, ou un tel débat n'arrivera jamais à donner des solutions concluantes. Des conciliabules qui ne disent pas l'air. C'est chacun qui viendra avec son agenda caché, et ce qu'il vous raconte c'est autre chose, et finalement la victime, et la plus grande victime, c'est le souverain primaire. D'un don de la farce. Voilà, d'où il faut remettre la situation de l'État du Congo à des universités où nous avons déjà, par exemple, des facultés de sciences politiques, des facultés de relations internationales, de droit, d'économie, sociologie, histoire et autres, que ces questions soient examinées d'abord pendant, par exemple, 2 ans, pour sortir les véritables problèmes du Congo, c'est quoi? Quels sont les axes fondamentaux de la problématique des crises congolaises? Et on va sortir des hypothèses qui vont faire école. C'est en ce moment-là que l'ingéniosité de Chadari, moi je l'ai trouvé comme une ligne de conduite sans quoi nous risquons de... Parce que là, il n'est qu'un candidat. Messieurs, il est un candidat. Qu'un candidat, j'insiste. Je dis bien un candidat comme quiconque. Mais, oui, mais enfin... Au même pied d'égalité que tous les restes. Non, même au même pied d'égalité que vous. Il y a la dame, la seule dame qu'on a, Ifoku, Sami Badibanga, Félix Tshisekedi. Je ne les ai pas encore entendus parler, mais j'ai entendu parler Chadari devant un groupe de professeurs d'université quand il s'est adressé à eux, la vision qu'il s'est faite de l'université, voulant mettre celle-ci à la base des grandes réflexions qui doivent dicter la ligne de conduite de la chose, de la chose publique. C'est une innovation, c'est une nouvelle démarche qui peut nous mettre à l'abri de toutes les bêtises Bien qu'il a politiques. déjà tiré la sonnette d'alarme en précisant que l'université doit être apolitique. C'est pas bien que. Maintenant, il met la nature apolitique du Congo au centre de l'activité politique du Congo. Voilà. Professeur Banza Malale, Ouais. c'est toujours un honneur et un plaisir d'échanger avec vous. En 2 minutes, vous pouvez placer les mots de la fin. Le mot de la fin, moi je vous remercie pour avoir accepté de m'inviter pour la 2e fois. C'est un grand plaisir, un grand honneur et je vous encourage comme toujours que Dieu vous rende davantage grand et rayonnant. Par vous, la population est instruite de manière à obtenir des avis croisés de ceux qui réfléchissent et qui ont le souci, encore une fois, pour le Congo. Et moi je pense, par rapport aux enjeux politiques du moment, il ne faut pas se précipiter à donner raison
aux uns au détriment des autres. Il faut trouver un mécanisme de consensus favorable à la paix, favorable à la sécurité et favorable au développement. C'est ce qu'il faut faire. Toute autre démarche serait des démarches précipitées ou de compétition de forces avec comme conséquence, c'est le plus petit qui va en pâtir. Je dis ici le souverain primaire, celui-là qui n'a pas de voix pour s'exprimer, celui-là qui n'a pas de jambes pour marcher, celui-là qui n'a pas Dieu pour voir. Donc, il faille bien que l'on puisse réfléchir davantage sur l'opportunité et l'inopportunité de la tenue des élections qui sont en face. Procès Banza Malale, jamais 2 sans 3, j'en suis convaincu qu'on vous aura encore ici sur ces plateaux tout prochainement. Merci beaucoup, John. Merci d'avoir été là. Merci. Plus, on se rapproche du 23 décembre prochain, les lignes bougent, la redistribution des cartes, elle aussi, se poursuit. Voyons voir quel nous réserve l'avenir. Messieurs et dames, au plaisir de vous retrouver très prochainement dans une nouvelle édition des Enjeux. Au revoir.